Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Voici les titres. De 2 à 9 ans de prison. Le jugement dans l'affaire de trafic de cocaïne est tombé ce matin. Les peines les plus sévères ont été demandées pour l'organisateur, mais aussi le policier de la PAF. Dans ce journal, nous parlerons de l'un des EHPAD les plus anciens de Martinique, l'OMAS, créé en 1983, qui accueille autant de personnes âgées qu'il y a 30 ans. Une rencontre intergénérationnelle était organisée. Marie Scondé obtient le prix Nobel alternatif de littérature, prix décerné par les internautes, mais il marque encore une fois la reconnaissance pour cette écrivaine engagée, plume de la Caraïbe. Les promesses balayées d'Emmanuel Macron, non, la taxe d'habitation ne baisse pas. Certaines municipalités l'ont au contraire augmentée pour pallier la baisse des dotations. Et puis comme chaque vendredi, nous parlerons sport, football avec la rencontre Martinique-Porto Rico, handball également, programme présenté par Christophe Arnaud. Des peines revues à la baisse par rapport aux réquisitions du ministère public dans l'affaire de trafic de cocaïne. Finalement, le policier de la PAF est condamné à 6 ans de prison. Il reste en détention. Le jugement est tombé ce matin. Franck Edmond Mariette. Une décision des magistrats du tribunal correctionnel de Fort-de-France, revue très légèrement à la baisse pour certains prévenus. Les plaidoyers de certains avocats ont été prises tout de même en considération. Au lieu de 9 ans de détention requis par le ministère public pour Lewis Luzon, il est condamné à 8 ans ferme avec un maintien en détention, mais aussi une interdiction définitive d'exercer une activité commerciale ou industrielle. Cet homme de 43 ans, organisateur de spectacle, a clamé son innocence jusqu'au dernier jour d'audience. Je retiens que 9 ans requis, 8 ans de prononcé. Il faut maintenant se pencher sur la motivation du tribunal correctionnel. J'ai plaidé la relaxe. Mon client a toujours dit que dans cette affaire, il était complètement innocent. J'attends de le voir au centre pénitentiaire pour que nous puissions échanger sur sa réaction par rapport à la décision de justice. S'il estime qu'elle ne lui convient pas, il y a une voie de recours qui est possible, qui est la voie de l'appel. Mais nous ferons tout ça quand nous serons en possession de la motivation de la décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel. 2 autres membres actifs du réseau, Bruno Moderne et Bruno Fouquet, le policier de la PAF, sont condamnés à 6 ans de prison avec un maintien en détention au centre pénitentiaire de Ducos. 2 à 4 ans, dont des sursis pour les autres prévenus dans ce dossier de trafic de cocaïne entre la Martinique et la France. Certains pourront bénéficier d'aménagement de peine. La justice a été rendue. Le tribunal a eu des éléments pendant 3 jours, a entendu les observations de tout le monde, les plaidoiries des avocats de la défense et les réquisitions, et a rendu sa décision. C'est ce que je peux vous dire, en tout cas, dans le sens de ce qui a été dit ce matin. Il est certain que les magistrats du tribunal correctionnel de Fort-de-France ont tout de même pris en compte la réquisition du parquet, car les membres les plus haut placés dans la pyramide sont les plus sévèrement condamnés. Ils ont donc 10 jours pour faire appel de cette décision. À la demande de la CTM, 3 syndicats, SADEM CGTM, SCFAP CGTM et UPCTM UNSA, sont assignés devant le tribunal de grande instance pour cause de troubles qui désorganisent gravement les services de la collectivité. C'est en tout cas ce qu'on a pu lire ce matin sur un tract. Devant un certain nombre de personnes au tribunal, des syndicats qui exigent depuis le 29 août dernier le retour à l'emploi pour des salariés dont le contrat de travail n'a pas été renouvelé. L'assignation a été envoyé à mercredi prochain, des syndicats qui vont donc devoir se défendre. La mobilisation néanmoins continue. On écoute à ce propos Willy Delors, le secrétaire général du SCFAP CGTM. Nous considérons cette assignation comme la poursuite du mépris du président du conseil exécutif vis-à-vis de ses personnels. Parce que nous considérons que nous étions dans une action où la mobilisation s'amplifie et les personnels se rendent compte de plus en plus qu'ils doivent se manifester contre la désorganisation mise en place par le PCE. Nous réclamons le retour à l'emploi pour les 32 autres salariés qui n'ont pas été repris sur les 41. Et aujourd'hui, nous estimons que c'est une situation que nous devons continuer à défendre parce que ces salariés sont des salariés méritants et qui n'ont aucune raison d'avoir été mis à la porte. Ce matin, un certain nombre de représentants de plusieurs instances étaient réunis pour restituer les travaux du plan régional de santé initié par l'ARS. Plusieurs thèmes d'ordre sanitaire ont été évoqués, notamment le chlordécone et les sargasses. Dominique Locro et Eddy Belrose.
Alors ce projet régional de santé, c'est la deuxième phase d'un projet qui comporte 3 volets. Bien sûr, les thèmes abordés sont la prise en charge des malades, l'amélioration de la santé de la population martiniquaise et puis l'illégalité, la réduction plutôt de l'illégalité sociale et territoriale, un vaste mot. Il a été question de problèmes très préoccupants ce matin, comme les sargasses ou encore le chlordécone. D'ailleurs, je vous propose d'écouter l'intervention du député Jean-Philippe Nilor à ce sujet. Le projet régional de santé a beau être le fruit d'un travail sérieux, rigoureux, les problèmes demeurent. Il faut que nous tous les acteurs, nous ayons ce souci permanent de rechercher l'intérêt, l'avantage pour les populations. Mais il faut que ce placement du Martiniquais au cœur du projet ne soit pas que théorique et qu'il soit réellement effectif. Voilà. Alors évidemment, on rebondit sur cette question, puisqu'on sait que l'hôpital public est moribond depuis quelques années. Les grèves en sont la preuve d'ailleurs. Le déficit cumulé plus la dette frise le milliard. Où est-ce que vous allez prendre l'argent pour financer tout ça? C'est un projet assez ambitieux, je dirais même prétentieux quand même. Il faut bien comprendre que des financements importants existent, sont déjà disponibles. Donc un premier travail à faire, c'est inciter à mieux les utiliser. Et je disais qu'il en manquera toujours, et c'est là que l'ARS, le ministère, l'État prendront toute leur place pour accompagner l'innovation, parce qu'il ne s'agirait pas non plus de financer l'existant qui doit faire l'objet de réorganisation et de réforme. Merci Monsieur Bourgeois. Alors je rappelle que ce projet régional de santé comporte 3 volets et qu'ils ont jusqu'en 2022 pour le restituer. La semaine bleue s'achève, l'occasion pour nous de visiter un EHPAD, l'un des plus vieux en Martinique, l'OMAS. Une rencontre intergénérationnelle avait lieu ce matin. Nathalie William et Olivier Nicoladi Duclos sont sur place. Ça va, c'est pas trop dur? Non, au contraire. Quel âge? 80 ans cette année. Bien. Nous sommes à l'OMAS. L'OMAS, depuis 1983, propose à ses pensionnaires, vous le savez, de nombreuses activités. Et ici, on ne s'ennuie pas. 83 pensionnaires, un chiffre qui a doublé aujourd'hui parce qu'on a des invités. Ils viennent de Floréa, Fort-de-France, évidemment dans le cadre de cette semaine bleue. Alors nous allons à la rencontre de la tout jeune présidente de l'OMAS. Eh bien vous aussi, vous étiez au sport. Si, le sport, j'ai toujours pratiqué le sport parce que c'est une très bonne thérapie pour la santé. Alors en pleine semaine bleue, c'est même le dernier jour, vous avez un programme chargé toute cette semaine et puis évidemment également en rapport avec le thème, l'environnement. Nous avons mis en place une pièce de théâtre pour sensibiliser les personnes âgées et les plus jeunes aussi sur le problème de l'environnement parce que nous savons qu'il y a un problème d'inconscience qu'il faut traduire à la conscience parce que ce problème, toute la génération future sera victime. Alors un peu plus tôt dans la journée, on a préparé le Madou, préparé par les pensionnaires également, qu'on va déguster après ces séances de sport. Et puis aujourd'hui, hormis ce cours collectif qui se termine en moment de danse conviviale, il y a eu également des ateliers spécifiques et le coach sportif nous a expliqué que, il mettait en place des ateliers pour l'équilibre, entre autres la motricité. Et ça, toute l'année ici, on pratique. Toute l'année, nous avons des activités, notamment le sport, nous avons le théâtre, nous avons la musique, nous avons un orchestre. Et le sport, on met un accent particulier parce que nous avons besoin des personnes âgées en bonne santé. Et pour le bien vieillir, je crois que le sport, c'est la première nécessité et donner des épreuves adaptées à la mobilité de chacun. Bon, on va reprendre le sport, là où on en était, nous. Voilà. L'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé a reçu ce vendredi le prix Nobel alternatif de littérature lors d'une cérémonie à Stockholm, en Suède. Un prix dit alternatif car délivré par des internautes après un scandale au sein de l'institution Nobel. C'est une nouvelle marque de reconnaissance pour cette écrivaine engagée. Christian Tortel. C'était à midi à Stockholm. Academy Prize in Literature 2018 is Maryse Condé from Guadeloupe. Réaction de l'écrivaine guadeloupéenne qui vit aujourd'hui dans le sud de la France. Un peu étonnée d'abord parce
donné des prix importants et ensuite très fière et très heureuse. Dans son travail, elle décrit les ravages du colonialisme et le chaos post-colonial dans une langue qui est à la fois précise et très émouvante. Je crois que la Guadeloupe était inconnue. On parlait d'elle seulement quand il y a un cyclone, un tremblement de terre. Avec ce prix Nobel alternatif, la Guadeloupe acquiert le statut de littérature monde. Dans le reste de l'actualité, la douche froide, la taxe d'habitation devait en principe baisser de 30%, mais dans certaines municipalités, il y a eu un réajustement de la part des maires. En clair, une augmentation afin de pallier l'absence de dotation, un mauvais effet de surprise. Sophie Lançon. Lorsque cette retraitée a reçu sa taxe d'habitation, ça a été la douche froide. Anne-Marie Bézard espérait une baisse de 30% comme promis par le gouvernement. L'année dernière, j'avais payé 750 à peu près. Et là, je reçois le truc et je vois 647 €. Je me dis, ça fait pas vraiment les 30%. D'accord. Mais j'ai remarqué qu'effectivement, il y a un petit pavé là sur le truc important. Ce pavé, c'est cet encadré dans lequel Bercy précise que si le gouvernement a bien baissé la taxe d'habitation de 30%, la commune a, elle, en parallèle augmenté ce taux. Plus 7% ici à Coutras. Résultat, la baisse est moins forte que prévu, les habitants sont déçus. Ça doit faire dans une centaine d'euros à peu près, en moins. D'accord. Donc c'est toujours ça, mais c'est pas autant que ce qu'on pouvait espérer, quoi. Au total, 5680 communes, soit près d'1 sur 6, ont décidé d'augmenter le taux de leur impôt local en 2018. Parmi elles, 55 villes de plus de 10 000 habitants, avec des hausses jusqu'à 18% comme à Mézières-les-Messes par exemple. Autre illustration, ici à Sassenage près de Grenoble, dans cette ville de 11 600 habitants, la hausse décidée par la mairie est de 12%. Mais pour cet élu local, pas le choix entre la baisse des dotations et des terrains devenus non constructibles. Il nous manquait 800 000 € sur notre budget, après avoir travaillé des heures et des heures pour trouver des solutions qu'on avait réussi à trouver dans les années précédentes. Là, on est acculé. En tout cas, on n'y arrive plus. Donc cette année, effectivement, on a augmenté 12%. Mais si on regarde sur les 15 dernières années où on n'a pas augmenté, si on répartit sur 15 ans, 12%, ça représente moins de 1% par an. Le ministre des Comptes publics, lui, tente de minimiser la situation. La quasi-intégralité des conseils municipaux de France ont finalement respecté, si j'ose dire, la volonté générale de voir baisser les impôts des Français. Et d'ailleurs, nous baissons, et la taxe d'habitation le prouve, les impôts des Français. Selon Bercy, par rapport à l'an dernier, moins de communes ont augmenté la taxe d'habitation. Un McDonald's sur une île, c'est à peine croyable et pourtant la justice a donné raison en appel à l'enseigne américaine qui devrait donc s'installer sur l'île d'Oléron. Un permis de construire qui lui sera donc bien accordé. Les habitants sont partagés et le maire écœuré. Sophie Pierre. Le hamburger est parvenu à franchir le pont. Après 3 ans de bataille, McDonald's pourra s'installer ici. Une zone commerciale à Doluce-d'Oléron. La Cour d'appel administrative a tranché hier. Une décision qui divise les 3200 habitants. Je ne suis pas pour spécialement parce que je trouve qu'un McDo n'est pas spécialement intéressant sur l'île d'Oléron. Je trouve que c'est assez compliqué pour trouver du travail. Donc pour les jeunes qui cherchent du travail, ça peut être bénéfique pour ça. McDo, c'est de la malbouffe quand même, mais après, c'est de temps en temps, moi je suis pas contre. Doluce-d'Oléron, un territoire préservé entre mer et marais. Un environnement que le maire écologiste entend défendre. Pendant des années, Grégory Gendre a résisté aux géants américains. Il a refusé 3 permis de construire. Ses craintes, un afflux de clients avec à la clé des embouteillages, un risque accru d'accidents et un surcroît de pollution. On nous demande en tant qu'élus locaux de mettre en œuvre des projets de territoire pour rester en dessous des 2 degrés en termes de réchauffement climatique. Donc moi, c'est ce que je signe en tant que vice-président de la communauté de communes, un plan climat air énergie territorial. Et après, en tant que maire, on m'oblige à signer des permis qui vont à l'encontre de ce sur quoi on a signé. Cette résistance a un coût. La mairie de Doluce-d'Oléron doit déjà 105 000 € d'astreinte à McDonald's. Les élus doivent se réunir lundi pour décider s'ils se pourvoient en cassation.
Santé, la polyarthrite rhumatoïde. Plus de 300 000 personnes sont affectées en France. C'est la plus répandue et elle peut se déclarer à 40 ans. Il y a des signes qui doivent alerter. Le traitement a montré son efficacité. Marie-Pierre Samitier. Elle marche d'un bon pas, mais c'est au prix d'un effort. Le matin, on a l'impression d'avoir 95 ans. Donc moi, pendant 3/4 d'heure, je fais des étirements. Tous les matins. Yael Pustinikov souffre de polyarthrite rhumatoïde, une maladie d'origine génétique qui affecte les articulations, maladie identifiée après 3 ans d'errance médicale, car les analyses induisaient les experts en erreur. À l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le diagnostic est enfin posé. Bonjour. Du fait des différents symptômes. Bon. Comment ça va ? La première douleur, c'était en pleine nuit. En me retournant, je ne peux pas bouger la main. Je suis obligée de prendre ma main gauche pour me tourner parce que c'est absolument impossible de la soulever, une douleur très, très aiguë. Ensuite, ce sont les autres articulations qui ont été atteintes. Sur cette photo, l'état de ses chevilles. On dirait un pied d'une personne âgée. Et quel âge est la patiente ? Elle a une quarantaine d'années, 45 ans. Et donc c'est ça qui est complètement inhabituel et qui doit interpeller. Tout cela, c'était avant les soins, à savoir des médicaments que prend désormais Yael et qui bloquent le processus de destruction des articulations. Plus on le met tôt, plus on va empêcher les destructions d'arriver. Donc c'est pour ça que dès la première fois qu'on s'est rencontrés et qu'on a posé le diagnostic de manière définitive, il fallait introduire le plus vite possible ce traitement. Et depuis, on voit bien que globalement, votre état est complètement modifié. Tenez, installez-vous ici. Les médicaments ont empêché l'évolution de la maladie. Ça va ? Ça va. On arrive à bientôt, pas tout à fait, mais 1 an de traitement. J'ai une vie quasi normale. Il y a 1 an, j'avais arrêté de travailler et je souffrais terriblement. Les autres symptômes de la maladie doivent alerter, comme la fatigue ou encore... On sait que dans la polyarthrite, il y a plus de problèmes cardiovasculaires, il y a plus d'ostéoporose, et donc tout ceci est à prendre en compte lorsqu'on prend en charge un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde. Yael prendra donc des médicaments toute sa vie afin de vivre normalement et de marcher comme elle aime, sans se priver. Les sports du week-end avec Christophe Arnerin qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Catherine. On va parler football avec la rencontre entre la sélection de Martinique et la sélection portoricaine. Quel est l'enjeu de ce match ? Alors il s'agit d'un match qualificatif pour le championnat des nations de la Caraïbe 2018. Il s'agit donc d'un match de football. On va le voir sur les images. Les matchs qui rencontreront Porto Rico. Un match qui compte donc, comme je disais, pour le chemin de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Cette super compétition qui donc regroupe aussi bien la Caraïbe que l'Amérique latine. Alors on a vu là plutôt des images de handball. Mais on va revenir sur le football. Je vous rappelle, donc c'est bien du football. Il s'agit donc de la Martinique qui se déplace à Porto Rico pour un match donc face à la sélection de Porto Rico. Alors pour la petite info, Porto Rico a perdu 1-0 face à St. Kitts and Nevis. Ça nous doit nous rassurer, Catherine, parce que vous savez que nous avons déjà battu cette sélection. Donc ça veut dire que finalement, les Martiniquais ont une carte à jouer. Pour autant, comme nous sommes à Porto Rico, il faudra se méfier de cette sélection portoricaine qui va vouloir redorer son image à domicile. Alors, parmi les 23 sélectionnés, vous pouvez compter sur 4 internationaux, notamment Jean-Sylvain Babin, qui vient du club de Guijon, Jordi Delem, qui a joué au FC Seattle, ou encore Kevin Fortuné, qui évolue au club de Troyes, mais aussi Julio de Lisa, qui évolue en D2 du Red Star. Est-ce que vous avez un petit pronostic, Catherine, pour ce match ? Non, je ne dirai rien. Non ? Vous êtes sûr ? 3-2 peut-être ? Allez, quand même. 3-2 pour Porto Rico ? Non. Allez, on continue. La nomination de Wendy Renard pour le Ballon d'Or féminin 2018. Alors, quelles sont ses chances ? Alors, elle a des chances très très fortes parce qu'il faut savoir que sur le site de France Football qui organise justement cette cérémonie du Ballon d'Or, elle totalise plus de 70% des votes recueillis sur le site. Pour autant, rien n'est joué. Rappelons qu'un jury composé de journalistes, de joueurs, de supporters aussi va se regrouper pour désigner justement cette première gagnante du Ballon d'Or féminin. Car c'est une nouveauté dans le monde du football. La joueuse décernée, jusqu'à présent, on décernait uniquement un prix de la meilleure joueuse de la FIFA. Et d'ailleurs, en fin septembre, c'est la Brésilienne Marta Orlando Pride, qui elle aussi a été nommée pour le Ballon d'Or, qui a remporté le prix FIFA de la meilleure joueuse 2018. Mais en tout cas, Wendy. Beau parcours pour Wendy Renard.
Alors on parle basket avec la reprise du championnat pour les femmes. Quelle est l'affiche à ne pas manquer ce week-end? Alors l'affiche à ne pas manquer, ce sera donc la rentrée de la Gauloise. Les filles, les trinitiennes de la Gauloise qui vont faire se déplacer à Saint-Joseph pour rencontrer le Golden Lion. Ce sera un choc puisqu'il s'agit de leurs dauphines. Deux équipes qui se connaissent très bien, qui se sont rencontrées sur différents tableaux, notamment en championnat, en coupe, mais aussi en play-off. Jusqu'à présent, la Gauloise a toujours pris l'ascendant sur la formation Joséphine, mais les temps changent et un effectif remanié du côté joséphin pourrait bien poser de sérieuses difficultés à l'équipe trinitéenne. Et puis handball avec la deuxième journée du championnat. Tout à fait, et deux belles affiches du côté de Corridon, ma chère Catherine. La première sera féminine avec l'UJ Redoute qui reçoit l'Arsenal du Robert. Ce sont les championnes de Martinique-Antique, les championnes de National 2. Elles viennent justement en terre fouillalaise. Et attention avec un atout de poids, puisque là, elles ont perdu leur entraîneur, c'est-à-dire Francky Pachal, qui lui, désormais, œuvre à l'UJ Redoute. Donc, il y aura un match dans le match côté féminin. Et puis, du côté masculin, toujours à Corridon, la deuxième rencontre, cette fois, ce sera entre l'UJ Redoute qui va recevoir cette fois un autre club fouillalais. Il s'agit de l'US Floréal. Et eux, ils vont essayer de concrétiser leur élan de victoire, puisque les Floréalais ont gagné leur précédent match et ils vont tout tenter pour récupérer leur enjeu. Alors, le premier match féminin sera donc à 20h et le deuxième sera en principe à 21h30, mais en tout cas, ça dépendra du premier match. Merci Christophe, on croise les doigts évidemment pour la sélection de Martinique face à Porto Rico. Qui va remporter, Catherine, au moins 2 ou 3-0. On se retrouvera de toute façon dans l'émission Sport Première dès dimanche à 18h15. On va développer tous ces titres de l'activité sportive. Merci beaucoup Christophe, merci. Un mot maintenant sur le temps. Nous sommes en vigilance jaune pour pluie et orage avec un ciel très nuageux. En seconde partie de nuit, une onde tropicale est attendue. Quelques éclaircies, normalement, sont attendues demain. Il s'appelle Mitch Célin, il est passionné de cuisine, il participe à un concours à Paris autour du thème authenticité et modernité. Ludivine Guillolet-Oulac et Olivier Duflo l'ont rencontré dans le restaurant où il travaille à Saint-François en Guadeloupe. Concentré et minutieux, Mitch Célin s'affaire. Au menu ce midi, un colombo de cabri. Un plat traditionnel qui fait la réputation du restaurant où il officie depuis quelques années maintenant. Nous avons le safran, les graines à roussir, fameux grec en français, de l'ail, du persil, la cive, clou de girofle. Et nous allons faire le taillage de tous ces ingrédients, ces condiments, pour composer la base de nos épices pour le colombo de cabri. La cuisine pour ce jeune chef de 31 ans est une véritable passion qu'il a héritée de sa grand-mère. Mais c'est pourtant loin de sa Guadeloupe que Mitch va acquérir son expérience. Son BTS en poche, il s'envole alors à 20 ans pour l'Hexagone. Il se forme dans de prestigieux restaurants et auprès de grands chefs français. Il y a 5 ans, il décide de revenir chez lui, au pays. Dans ce restaurant très connu de Saint-François, Mitch, embauché comme chef cuisinier, se sent en famille. Ma collaboratrice Rosemary, ça fait plus de 30 ans de métier qu'elle est ici. Donc elle m'a déjà aussi appris sa manière de faire le colombo, façon restaurant le colombo, d'où porte son nom. Et puis c'est un partage et moi je suis à l'écoute. Des collègues et un patron qui ne manqueront pas de soutenir le jeune homme qui représentera son île au trophée des chefs ultramarins ce vendredi. Je suis toujours en admiration parce que Mitch est un vrai chef cuisinier. Et c'est quelqu'un qui a la passion de ce qu'il fait, il met vraiment son cœur. Mitch Célin sait que la compétition sera rude, mais il a envie d'y croire et rêve de succéder à un autre Guadeloupéen, Arnaud Bloquel, vainqueur de la dernière édition en 2016. Voilà, c'est la fin de ce journal. Parmi les titres développés, des peines revues à la baisse par rapport aux réquisitions du ministère public dans l'affaire de trafic de cocaïne. Finalement, le policier de la PAF est condamné à 6 ans de prison. Le cerveau de l'affaire, lui, écope de 8 ans. Le jugement est tombé ce matin. Ce journal sera disponible dans un instant sur votre site martinique.lapremière.fr. Ce soir, 18h43, vous retrouverez Cyriaque Sommier. On se quitte sur quelques images du Grand Ballet qui sera en spectacle dimanche soir à l'Atrium. Excellent après-midi.